salue nos collègues qui vont suivre notre audition en visioconférence. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous recevons trois personnalités issues de la société Apple France, M. Sébastien Gros, responsable des relations institutionnelles, Clément Lelong, chargé des initiatives environnementales, et Olivier Koepfler, responsable des relations clients. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Il est essentiel que les géants du numérique puissent s'exprimer devant le Parlement français et rendre compte de leurs activités devenues incontournables dans l'élaboration des politiques publiques. D'abord, permettez-moi de rappeler le contexte dans cette audition. En janvier dernier, notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a décidé de lancer des travaux d'information sur la question de l'empreinte environnementale du numérique en France. Après plusieurs semaines d'audition, la mission d'information a publié fin juin un rapport regroupant 25 recommandations pour une transition numérique et écologique. Une proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental du numérique en France a été déposée la semaine passée. Reprenant les propositions de nature législative du rapport, notre commission souhaite aujourd'hui clôturer les travaux engagés par la mission d'information en auditionnant un acteur majeur de l'économie numérique, Apple. Je rappelle qu'une audition Google aura lieu plus tard. Si la société Apple a débuté comme fabricant d'ordinateurs, son activité regroupe aujourd'hui l'ensemble du spectre du numérique, tant sur des terminaux que sur des services et produits logiciels. Sur le plan des terminaux, en outre des ordinateurs, Apple occupe une place importante dans le marché des smartphones. La société est également un des leaders en matière de montres connectées et présente sur le marché des boîtiers TV et s'attaque depuis récemment aux produits domotiques. À ce volet s'ajoutent les produits logiciels de services numériques dont je ne savais bien entendu pas l'inventaire. Chacun comprendra qu'Apple occupe une place prépondérante dans l'industrie du numérique qui nous amène à échanger avec vous aujourd'hui sur l'impact environnemental de ce secteur. Dans un premier temps, pouvez-vous présenter les actions engagées ou envisagées par Apple afin de verdir votre activité? Ça, c'est la première question. Et ensuite, je laisserai la parole au co-rapporteur de la mission d'information et à mes collègues pour l'ensemble des questions qui nous pourront se poser. Je vous remercie et je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voulais tout simplement déjà vous indiquer que la satisfaction d'être présent devant vous aujourd'hui n'est pas si fréquent que nous avons l'occasion de nous présenter devant vous et de pouvoir expliquer ce que l'on fait. Et donc, c'est une occasion importante que nous voulions saisir. Simplement exprimer un regret toutefois, c'est de ne pas avoir pu être entendu plus tôt dans le cadre du rapport, puisque je suis sûr et je l'espère que convaincre aujourd'hui que ce que l'on va vous dire aujourd'hui aurait pu nourrir aussi vos réflexions quant à la rédaction de ce rapport et peut-être même aussi nourrir vos réflexions sur la proposition de loi que vous avez déposée la semaine dernière. Donc cet exercice est important pour nous parce qu'on a un certain nombre d'actions, d'engagements, d'investissements qui ont été réalisés depuis de nombreuses années sur ces sujets-là, qui sont au cœur de notre activité. Et donc c'est la raison pour laquelle mes collègues Clément et Olivier sont à mes côtés pour vous les présenter. Je voulais en remarque préliminaire simplement vous dire quelques éléments, quelques réflexions. D'abord, le sentiment parfois de ne pas être entendu suffisamment par l'ensemble des parties prenantes en France, alors même que nous sommes un acteur majeur de l'investissement en matière environnementale dans le numérique. Donc, à ce titre, c'est important que vous puissiez comprendre toute la mesure et aussi connaître les réalités industrielles de ce que nous réalisons en la matière. Je vous dire également qu'on a parfois le sentiment que certains voudraient opposer environnement numérique. Nous croyons au contraire chez Apple que ce n'est pas la bonne solution et que l'un ne va pas sans l'autre. Ce sont deux écosystèmes qui séparément ensemble se répondent l'un l'autre et grâce au numérique, on peut améliorer et trouver des moyens de progrès en matière environnementale. Apple est à ce jour, et c'est important pour nous de le dire, l'une des entreprises qui, peut-être dans le
monde est le plus engagé sur ces sujets-là, en termes de réalisation concrète. J'ai vu dans votre rapport que le patron de l'ADEME indiquait que l'empreinte environnementale du numérique était un impensé. Chez Apple, c'est exactement l'inverse. L'environnement est au cœur même de nos valeurs, de la conception de nos produits, du design et de la chaîne de production de ce que nous réalisons. Et Clément vous en dira un peu plus en détail par rapport à votre question, Monsieur le Président, sur le verdissement de notre activité, si vous permettez l'expression. Nous sommes reconnus pour cet engagement à l'échelon international et même à l'échelon local. Nous participons en France aux travaux de TechForward avec le gouvernement. Nous sommes même très investis pour le volet Tech for Environnement. Et donc, à ce titre, nous avons des choses à dire et chaque année, nous sommes invités pour partager les annonces que nous faisons en matière environnementale. Mais paradoxalement, on a aussi le sentiment que pour un certain nombre d'acteurs, de parties prenantes, que ce soit dans l'administration, au gouvernement, ou même parfois au Parlement, nos messages ne soient pas entendus, nos réalisations ne soient pas connues. Alors peut-être qu'on ne connaît pas suffisamment bien, c'est la raison pour laquelle il est important pour nous de rappeler un certain nombre de faits aujourd'hui. Et j'aimerais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, que nous puissions avoir le temps d'exprimer tout ce que nous avons à vous dire aujourd'hui, parce que finalement, c'est la première fois que nous avons à le faire. Et au-delà des documents qu'on peut vous envoyer en parallèle à cette réunion, je pense que c'est important que vous puissiez l'entendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous invite. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, finir sur deux éléments avant de laisser la parole à Clément pour répondre. On considère, compte tenu de nos engagements, et vous allez voir qu'ils sont massifs, nous devrions nous considérer comme un partenaire légitime et nécessaire pour alimenter les réflexions sur les politiques publiques de demain, pour faire en sorte que l'industrie numérique et l'environnement correspondent à nos objectifs en termes de politique publique, et non pas comme des suspects a priori d'acteurs industriels qui ne se soucieraient pas des sujets environnementaux. Et puis enfin, il faut dire qu'un certain nombre de ces sujets qui sont d'une extrême complexité nécessitent d'être mis en œuvre à l'échelon européen, jusqu'à l'échelon local, souvent, et que souvent, une idée simple, comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, il faut toujours avoir à l'esprit l'effet de bord qu'il peut y avoir un certain nombre de décisions qui peuvent être prises. Et à ce titre, nous insistons sur la nécessité peut-être que vous puissiez avoir accès à des études complémentaires plus approfondies sur un certain nombre de sujets qui concernent le logiciel ou d'autres thématiques qui concernent l'environnement et le numérique au sens large du terme. Enfin, un dernier mot, en conclusion, nous avons été sollicités la semaine dernière, je remercie les administrateurs de la commission de nous avoir prévenus. C'est toujours un peu court pour nous. Le fait d'être en réunion en présence devant vous, physiquement et en français, n'a pas forcément permis à certains de nos collègues ingénieurs vivant de l'autre côté de l'Atlantique de pouvoir être présents de notre côté. Et toutefois, si vous avez des questions plus d'intérêt à laquelle vous ne pourrez pas répondre, on n'en fera pas de revenir vers vous ultérieurement. Merci pour votre attention. Clément, je te laisse te présenter et enchaîner sur ce que nous avons à dire sur les initiatives environnementales. Merci à tous. Oui, vous pourrez voir votre interprétation sur l'invitation. Vous avez déjà invité en mars dernier, la complexité, bien entendu, compte tenu du contexte sanitaire, mais c'est effectivement une intention qu'on avait déjà de vous inviter. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'était un regret par un reproche. On sait bien que la situation sanitaire a empêché le travail normalement de déplacement. Merci, Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, bonjour. Vous m'entendez bien Clément Leloup, donc je suis en charge des programmes environnementaux au sein de l'équipe Initiative environnementale. Et cette équipe, elle couvre la zone Europe, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique. J'ai une vingtaine d'années d'expérience sur le sujet environnemental et j'ai rejoint Apple en 2008 et j'ai une expertise plus particulière dans le domaine de l'économie circulaire qui est vraiment au cœur du organisation. Comme Sébastien le disait, j'aimerais prendre un peu de temps pour vous décrire notre vision et notre stratégie environnementale et vous expliquer finalement concrètement ce qu'on fait pour répondre à l'objectif de cette proposition de loi qui nous vise à réduire l'impact environnemental du numérique. Pour commencer, notre approche environnementale est holistique, globale, systémique, et notamment en ce qui concerne nos trois grandes priorités. La première priorité, elle concerne la lutte contre le changement climatique. La deuxième, elle concerne l'innovation dans l'utilisation d'une chimie plus intelligente pour garantir en fait que nos produits sont sans danger pour ceux qui les fabriquent, mais aussi pour ceux qui les utilisent. Et la troisième priorité,
Il s'agit de la préservation de nos ressources vertes, finalement de la thématique économie circulaire. Alors, pour nous, le chemin commence par la lutte contre le changement climatique. Ça comprend l'utilisation d'énergie renouvelable, la promotion de l'efficacité énergétique dans nos produits, mais aussi dans nos processus, l'investissement dans des projets qui visent à capter et éliminer le carbone de l'atmosphère. Et on mène à ce sujet depuis plus d'une décennie la charge, et on a fait des progrès significatifs. Ces progrès, ils ont jeté les bases de notre engagement le plus récent, mais aussi le plus ambitieux. Et cet engagement, il vise à nous faire devenir neutre en carbone d'ici 2030, pour tout le cycle de vie du produit. C'est 20 ans d'avance sur ce que la science dit qu'il est nécessaire de faire pour les entreprises, et ce, notamment depuis les accords de Paris. Donc, évidemment, l'atteinte de cet objectif, ça va nous demander un travail acharné, supplémentaire, beaucoup d'innovation de pointe. Mais le constat est clair, on n'a pas de choix et il en faut quand même pour affronter la menace du changement climatique. Alors, notre stratégie climatique, elle se concentre sur la réduction autant que possible de notre empreinte carbone globale, et puis aussi sur la capture donc, et l'élimination de carbone restant. Et cette stratégie, elle est basée sur 5 piliers. Le premier pilier concerne la conception à faible teneur en carbone. On parle de passage des matériaux à carbone dans nos produits, mais aussi d'amélioration des processus de fabrication et des matériaux. Le deuxième pilier concerne l'efficacité énergétique, parce que finalement, l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et pour nous, il s'agit d'intégrer l'efficacité énergétique dans nos produits. Les chargeurs qui sont plus efficaces, les composants qui sont plus efficaces, mais aussi le logiciel qui permet une meilleure gestion de l'énergie du produit et qui, au passage, maximise le cycle de vie des batteries. Le troisième pilier concerne le passage à l'énergie renouvelable pour toutes nos opérations, mais aussi nos activités de production. Enfin, quatrièmement, on travaille sur la réduction de ce qu'on appelle nos émissions directes. Donc là, c'est dans le cas où on ne peut pas réduire la demande pour un procédé ou un matériau spécifique. Et là, on va éviter les émissions de gaz à effet de serre grâce à des solutions technologiques, ou aussi en passant à des combustibles à faible émission de carbone, mais toujours non possible. Enfin, le cinquième et dernier pilier de cette stratégie climatique, pour ce qui reste, en fait, concerne les projets d'élimination de captation et d'élimination du carbone, y compris des solutions qui sont fondées sur la nature et qui protègent les écosystèmes du monde entier. Alors, pour passer dans le concret et vous donner les chiffres, notre travail il commence par une mesure détaillée de notre empreinte carbone globale. Et cette empreinte, sur l'exercice 2019, elle était d'un peu plus de 25 millions de tonnes de CO2. Nos opérations, qui sont gérées en direct, donc là, nos bureaux, mais aussi nos magasins, et nos centres de données aussi, toutes ces opérations, elles sont déjà alimentées en énergie 100% renouvelable, et ça depuis 2018. Et dans les 43 pays dans lesquels on opère aujourd'hui. Un chiffre qui va vous intéresser, probablement, c'est que 76% de cette empreinte de carbone, elle est liée à la phase de fabrication. 14% à la phase d'utilisation et 5% seulement à la phase de transport. Et notre objectif, il est de faire passer toute l'électricité utilisée dans la chaîne d'approvisionnement et d'assemblage à une énergie 100% renouvelable d'ici 2030. Et donc, il nous semblait vraiment indispensable de commencer par montrer l'exemple pour démontrer que c'est possible et donc convaincre nos fournisseurs de nous suivre. On a partagé nos connaissances acquises avec donc on a partagé notre expérience avec les fournisseurs grâce à un portail dédié qui propose des formations et des outils pour les fournisseurs qui veulent passer à l'énergie. Et on fait des progrès. On a déjà 8 gigawatts d'engagement dans notre chaîne d'approvisionnement, en énergie propre, bien sûr. Et au cours de l'exercice 2019, on avait déjà 2,7 gigawatts
Et donc, grâce à nos efforts, on a réussi à entraîner à ce jour 71 de nos fournisseurs qui se sont engagés à utiliser 100% d'énergie renouvelable pour la production Apple. Et ce nombre continue de croître grâce au travail de nos équipes. Pour vous citer quelques noms, parmi ces 71, proche de la France, ou même en France, Arkema, Solvay, ST Microelectronics, et puis en Asie, Anaheim, Foxconn, Pegatron et Wistron, qui assemblent nos produits. Nos efforts d'élimination du carbone sont un autre domaine clé d'innovation pour nous. Et depuis 2015, comme je le disais tout à l'heure, Apple protège et restaure des forêts, des zones humides en Europe, mais aussi des prairies avec des projets aux États-Unis et en Chine, mais aussi au Kenya et en Colombie. Ces programmes, en fait, ils vont jouer un rôle clé, notamment pour ce qui est de la compensation des émissions liées à la phase d'utilisation des produits. Encore une fois, notre engagement neutralité carbone 2030 il concerne l'ensemble du cycle de vie du produit, donc la phase d'utilisation aussi. Tout ce travail, il a déjà conduit à une réduction de 35% de l'empreinte carbone d'Apple depuis 2015. Et en fait, je pense qu'il faut retenir ça aussi, on a réussi à découpler notre empreinte carbone de la croissance de nos revenus. Forcément, ça nous place sur une trajectoire qui est favorable pour respecter cet engagement de 2030. Vu sous un autre angle produit, on a réduit la consommation énergétique moyenne de nos produits de 73% depuis 2009. Alors, je passerai sur notre deuxième priorité environnementale qui concerne une chimie plus intelligente. Ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais on pourra répondre à ces questions si vous en avez. Et je vais me permettre de passer à notre troisième priorité, celle qui nous concerne le plus beaucoup aujourd'hui, les ressources terrestres et l'économie circulaire. Alors, sur ce point aussi, on s'est fixé un objectif très ambitieux. Et cet objectif, il est de fabriquer un jour nos produits en utilisant uniquement des matériaux recyclés ou renouvelables. Et ça nous aide à réduire notre impact sur les ressources mondiales, bien sûr, mais ça joue également un rôle important pour nous aider à atteindre notre objectif carbone, en réduisant donc, notre besoin d'extraire et de traiter des matériaux primaires. Alors, pour y arriver, il faut transformer la chaîne d'approvisionnement traditionnelle. Avec des chaînes d'approvisionnement linéaires, telles qu'on les connaît aujourd'hui, de nouvelles matières sont extraites continuellement et les matières issues dans cette produit, les déchets ne sont pas toujours récupérés et recyclés. Et donc, on envisage un avenir où nos appareils seront fabriqués avec des matériaux qui suivent un modèle d'approvisionnement dit circulaire, en utilisant uniquement des ressources recyclées et renouvelables. L'objectif, clairement affiché, étant d'éliminer notre dépendance à l'égard de l'exploitation minière. Et donc, on fait ça en s'approvisionnant en matériaux recyclés et renouvelables, mais aussi en utilisant des matériaux de manière plus efficace, et aussi, c'est important, en assurant la longévité des produits, via le design du produit, mais aussi via le design du logiciel. Et finalement, on le fait aussi en récupérant les produits en fin de vie pour réutilisation ou pour recyclage. Et avant même de commencer ce travail, on a d'abord dû effectuer une analyse solide et basée sur des données des impacts environnementaux, mais aussi sociaux et d'approvisionnement mondial de chacun des 45 matières premières qu'on utilise dans nos produits. Et les profils d'impact des matériaux qui ont résulté, en fait, ils nous ont aidés à identifier une liste de matériaux prioritaires. On en a 14 aujourd'hui, ce qui inclut des terres rares. On a 14 matériaux. Donc, on les aborde matériau par matériau, composant par composant. Ça représente, ces 14 matériaux, à peu près 90% de la masse expédiée par Apple sur l'exercice 2019. Et donc, ce travail, il a guidé une grande partie de nos progrès à ce jour. Et je vais vous donner quelques exemples concrets pour imaginer mon propos. Le premier étant le moteur plastique, c'est-à-dire le moteur qui vibre sous la pression de votre doigt sur l'iPhone. Eh bien, ce moteur plastique pour l'iPhone 11 et l'iPhone 12, il est construit à partir d'éléments de terre rare recyclés à 100%. C'est une première pour Apple, c'est une première pour toute l'industrie des smartphones. Un autre exemple, c'est le MacBook Air 13 avec l'écran Retina, qui lui contient plus de 40% de contenu recyclé, y compris un boîtier à partir de notre propre aluminium 100% recyclé. L'introduction en fait de contenu recyclé dans ce produit a réduit
fixé comme objectif de nous approvisionner en fibres de bois dans nos emballages à partir de forêts gérées de manière responsable. Et en 2018, déjà, on a atteint cet objectif. Mais on voulait aller plus loin. Et comme on ne voulait pas non plus priver le monde de l'approvisionnement en bois issu de sources responsables, on a cherché en fait à protéger ou à créer autant de production de fibres qui proviennent de sources responsables que ce qu'on utilise dans nos emballages. C'est le principe d'additionnalité qu'on a tendance à privilégier, y compris dans le projet d'énergie. Et donc, pour atteindre cet objectif, on s'est associé à une ONG, le Conservation Fund, pour acheter 15 000 hectares de forêt gérés durablement et qui étaient sous la menace du développement aux États-Unis. Et en Chine, on a travaillé avec le WWF pour améliorer la gestion de plus de 400 000 hectares de forêt. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que grâce à nos efforts, on a créé une chaîne d'approvisionnement en circuit fermé pour le papier. On n'utilise que de la fibre de bois d'origine responsable et on réinjecte dans la chaîne d'approvisionnement mondiale autant qu'on utilise. L'étain, c'est aussi un domaine dans lequel on réduit notre impact grâce à l'innovation. Et aujourd'hui, on utilise de l'étain recyclé à 100% dans les soudures des cartes mères de 23 de nos produits différents. Et ça fonctionne tout aussi bien que l'étain. Enfin, un dernier exemple, on s'attaque également aux composants en plastique. On va peut-être remarquer si vous êtes utilisateur de produits Apple, il y a presque plus de plastique, même dans nos emballages. Et on a un produit qui reste plus de 100 composants avec une moyenne de 40% de plastique recyclé parmi les produits qui sont sortis en 2000. Donc, à chaque boucle de matériaux qu'on fait, on montre comment créer de nouveaux marchés pour les matériaux recyclés et en fin de compte, comment changer la façon dont notre industrie fabrique les produits. C'est ça qui est en jeu, changer la façon dont notre industrie passer d'un mode linéaire à un mode circulaire. Donc, l'approvisionnement en matériaux recyclés et renouvelables, c'est une partie importante de nos progrès de conception. Et la durabilité, elle est tout aussi importante. Et les appareils durables, clairement, sont meilleurs pour la planète. Mais ils constituent aussi une décision intelligente pour nos clients. Et donc, on vise à créer des appareils qui supportent les impacts d'utilisation quotidienne et qui, in fine, réduisent les besoins d'entretien et de réparation. Nos designs sont optimisés pour cet objectif de durabilité. Pour s'assurer qu'ils sont durables, en fait, on a une équipe d'ingénieurs dans un laboratoire de test qui teste nos produits en amplifiant les conditions du monde réel. Donc, ça peut être un impact soudain sur une ossature, une chaleur ou un froid extrême, des déversements gigantesques, soda, de l'eau, de ketchup, de sel. Apple, finalement, conçoit toujours ces produits pour durer en tant que matériel durable, mais aussi des mises à jour logiciels durables, optimisés et performants. Et l'objectif étant de maintenir l'appareil à jour et tenir cet objectif aussi en fournissant un essai pratique à des services de réparation sûrs et fiables. Et Olivier vous en donnera plus de détails tout à l'heure. Parce qu'on pense que la réparabilité, sujet sur lequel on a beaucoup travaillé en France dernièrement, cette réparabilité, elle est qu'une des nombreuses stratégies pour prolonger la vie du produit. La longévité, en fait, des produits doit être considérée de manière holistique. Maintenant, si une réparation est nécessaire, ça arrive, bien sûr. On pense que les réparations les plus sûres et les plus fiables sont, celles qui utilisent les pièces d'origine, qui ont été correctement conçues, et deuxièmement, les réparations doivent, à notre sens, être effectuées par un technicien qui est formé et certifié à l'aide d'outils et de diagnostics conçus pour la réparation. Et donc, pour fournir aux clients plus d'options de réparation, donc sûres et fiables, Apple a récemment lancé en France aussi un programme IRP qui va donner la possibilité aux réparateurs indépendants d'accéder aux mêmes pièces, outils, formations, manuels de réparation, diagnostic d'origine que nos réparateurs. L'adhésion à ce programme pour les réparateurs est gratuite et on propose aussi une formation des techniciens certifiés Apple gratuite. Voilà. Donc notre approche, elle garantit que nos appareils durent le plus longtemps possible, elle a limité le besoin d'en acheter des nouveaux. Mais lorsqu'ils arrivent en fin de vie, on a développé aussi des solutions innovantes pour récupérer les matériaux et s'assurer qu'ils peuvent être recyclés.
notamment les matériaux précieux, les terres rares. On dispose d'un programme de reprise dit Apple Trade-in, et ce programme il vise à faire recirculer les appareils fonctionnels et donc de prolonger leur cycle de vie. Et s'ils sont plus fonctionnels, à ce moment-là, de les recycler gratuitement. Et pour ce faire, on a créé un robot, Daisy, qu'on a nommé Daisy, pour nous aider en fait à démonter les appareils et à mieux récupérer les matériaux. Et Daisy, ce robot, peut démonter jusqu'à 1 200 000 iPhones par an et peut identifier 15 modèles d'iPhone différents de façon automatisée. On a 2 Daisy, une installée aux États-Unis et une autre plus proche de nous aux Pays-Bas. Et le travail de ce robot en fait, permet à plus de matériaux de retourner sur le marché du recyclage et surtout, c'est ça qui est important, un taux de pureté plus élevé. Ce qui contribue donc à nos objectifs de boucle fermée, matériau par matériau, composant par composant. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Et en fait, on utilise déjà des matériaux qu'on recueille auprès de Daisy, comme par exemple le cobalt. On fabrique de nouvelles batteries avec le cobalt récupéré à partir des batteries d'iPhone démontées par robot, mais aussi les déchets qui sont issus de la production de certains sites de fournisseurs. Et cette année, on a décidé d'aller encore plus loin dans ces efforts avec un nouveau coéquipier de Daisy qu'on a nommé Dave cette fois. Et Dave, en fait, c'est notre dernier robot qui démonte là le moteur tactique de l'iPhone pour mieux récupérer les terres rares de nos aimants, mais aussi d'autres matériautés comme le tungstène ou l'acier. Et c'est un point forcément important de cette proposition de loi. On réfléchit aussi beaucoup à la manière dont on utilise la ressource eau chez Apple. Et notre première étape, elle consiste à comprendre comment et où on utilise cette ressource afin de pouvoir prioriser nos efforts dans les domaines qui en ont le plus besoin. Et ça comprend l'augmentation de l'efficacité de nos activités propres grâce à une utilisation accrue donc d'eau recyclée, mais aussi la collaboration avec les fournisseurs par le biais de notre programme d'approvisionnement en eau propre pour apporter donc les améliorations nécessaires. Un exemple de partenariat public-privé, il s'agit de notre centre donné à Pine dans l'Oregon. Là, on a appuyé la création d'un système de stockage et de récupération de l'eau de plus de 800 millions de litres qui retient en fait l'eau toute l'année pour une meilleure utilisation de la ressource pendant les mois de qualité de nos centres de données. Voilà. J'en ai bientôt fini, mais un rappel quand même, on soutient tous nos efforts avec nos ressources en démontrant qu'on est disposé à investir dans ces projets. Et pour rappel, donc, on a, ou information, on a maintenant émis un total de 4,7 milliards de dollars d'obligations vertes, dont 2,2 seront alloués pour nous aider à atteindre notre objectif, même si on est 5 à cette année. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, du moins je l'espère, Apple impose la question environnementale de façon holistique, globale, systémique et totalement engagée dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi le développement d'une économie circulaire et de produits plus durables. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter les grandes lignes de notre engagement environnemental. C'est important pour nous. Et je me tiens évidemment à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez dans les minutes et l'heure. Merci. Merci. Avant de donner la parole à la figure je voulais vous poser une question. Et parce que Marie-Christine Dorlin m'a fait un rapport sur les téléphones portables, puisque voilà, le fait que 100 millions de téléphones portables dans les tiroirs. Et parce qu'effectivement, vous avez expliqué un certain nombre de choses en nous disant, ben voilà, on peut recycler tel matériau, on peut faire ça. Et la problématique, c'est quelle politique vous envisagez de mettre en place pour récupérer à la fois les smartphones, à la fois les portables, parce qu'il y a une politique qui est forte sur une vente qui peut se situer à environ 25 millions par an de portables vendus à nos concitoyens français, mais je ne sens pas une politique forte de dire, quand vous changez de portable, nous, on sait le récupérer, on sait le recycler, on sait le retravailler, on sait effectivement, parce que vous avez parlé des terres rares, et vous n'avez pas parlé des matériaux aussi, parce que dans 50 000 portables, il y a 1 kilo d'or, donc il faut quand même. Voilà. Comment on incite
nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui, avant que je fasse ce rapport, moi j'étais comme tous les citoyens lambda, changer de portable, vous mettez mon portable dans un tiroir, je pensais que la machine allait dans le tiroir, et je disais, ma chose, ça doit servir à un jour, le gars, et j'avais pas cette. J'étais pas incité à effectivement à ramener. Monsieur le sénateur, merci pour cette question. J'en profite pour vous rappeler qu'on s'était rencontrés fin 2019 pour la présentation d'un rapport coécrit avec la FNUN, notre association professionnelle française, justement qui visait à proposer des pistes pour augmenter les taux de collecte de portables. C'est un problème pour l'ensemble de l'industrie et c'est aussi le cas pour Apple. On souhaite récupérer plus de produits en termes de portables dans cette problématique dans l'ensemble de notre produit. On a développé des programmes de reprise, donc Apple Trade-in, qui combine la possibilité de racheter, revendre les téléphones et donc qui derrière assurer la meilleure accessibilité de nos produits pour nos clients. Et donc ça combine cette partie avec la possibilité de recycler gratuit. Ce programme, il existe. Et on le pousse aussi fortement. Maintenant, il y a quelques éléments à garder en tête et qui font que personne n'est capable aujourd'hui de la solution magique pour récupérer ces équipements. Et c'est un problème, on le sait. La première chose à garder en tête, c'est que nos produits, du fait du design robuste, fiable, durable, nos produits, ils durent longtemps et ils gardent leur valeur, une valeur supérieure à la compétition pendant une période de temps plus longue. Donc ces produits vont avoir une, deux, peut-être trois, voire quatre vies. Et même quand ces produits arrivent en fin de vie, ils vont toujours avoir des composants qui auront une valeur. Et ces composants vont être récupérés par certains acteurs pour alimenter le marché de la référence. Il y a un phénomène d'acquisition très important qui fait que nos produits, effectivement, ne finissent pas dans les systèmes de collecte classiques qui sont gérés par les organismes et les collectivités. Ceci dit, on sait aussi, de nombreuses études nous ont montré, je crois qu'on est tout à fait d'accord avec le rapport de l'époque disait, il y a aussi un phénomène comportemental. Il y a une question à adresser qui est que le consommateur manque d'informations, d'éducation sur l'impact environnemental de cette façon d'utiliser de ne pas rendre son téléphone. Donc il est important de travailler sur cette dimension éducation, communication. C'est une dimension importante. Mais aussi, le deuxième point, c'est qu'il faut rendre la solution de retour accessible, facile d'utilisation. Ça, on y travaille. Donc, ça peut être des programmes de retour par postal, des programmes de retour via nos magasins de vente. Ces programmes-là, on les a mis en place pour que ce soit accessible. Et enfin, il y a un dernier aspect sur lequel on doit travailler, sur lequel on est tous d'accord, et qui est encore plus vrai chez Apple. L'utilisateur a un attachement émotionnel à son équipement informatique, et notamment smartphone. C'est encore plus vrai chez nous, Apple, la puissance de la marque. Et la conséquence, c'est que nos clients ne sont pas prêts à rendre des équipements sans une contrepartie. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place les incitations pour pouvoir déclencher le retour de l'équipe. On le fait. Et cette incitation n'est pas forcément financière, parce qu'on parle justement d'attachement émotionnel. Et ça, c'est une problématique que personne n'a réussi à rappeler pour le moment. On a des tests dans beaucoup de pays à travers le monde, et on espère bien y arriver. Pourquoi? Parce que notre objectif, encore une fois, il est de développer une économie circulaire, et pour y arriver, au départ, c'est de récupérer autant de produits en fait, que possible. Donc oui, on y travaille en collaboration avec un nombre important d'acteurs, en dehors même de notre industrie, avec les éco-organismes aussi, et on souhaite aller plus loin. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, bonjour. Donc, je suis Olivier Clinker, je suis en charge du service client et du service à la référence en France, et ça fait 13 ans que je travaille chez Apple. Donc, je vais commencer par parler un petit peu du service après-vente.
et sa structure qui sont un élément clé du succès d'Apple aujourd'hui. C'est un élément indispensable au processus d'amélioration continue des produits, en relation très forte avec l'ingénierie. Et pour être efficace, le premier objectif est d'être au plus près des utilisateurs et de répondre à toutes ces questions ou de résoudre son problème en très peu de temps. C'est notre objectif majeur. L'utilisateur est le point de départ et le centre de chaque discussion autour du service chez Apple. C'est pourquoi nous suivons la satisfaction client de nos utilisateurs pour progresser au quotidien sur notre approche après-vente et l'adapter si besoin au marché local, en l'occurrence ici en France, par exemple, dans ce cadre. Alors pour nous, la satisfaction du client est un aspect fondamental de la fidélisation de l'outil. On parlait effectivement de l'amour du produit et de l'attachement du produit, et on peut le noter, nous, très fortement sur le service après-vente, où les exigences sur Apple sont très fortes en termes de rapidité et de qualité de réparation. Et ma première mission, la mienne, c'est de coordonner au mieux les deux piliers après-vente que sont le service et le support pour offrir la meilleure expérience client à nos utilisateurs. Alors, je vais commencer par ce premier pilier qui est le service. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur un réseau de plus d'une centaine de centres de services de proximité partout en France, y compris dans les départements, les régions d'outre-mer, mais aussi des collectivités d'outre-mer. J'insiste très fortement en collaboration avec les partenaires locaux. Ces centres accueillent tous les consommateurs Apple, quel que soit le produit, sous garantie ou hors garantie. Alors, tous les produits, ça va de l'iPhone, mais également des accessoires. Et avec ou sans rendez-vous. Vous noterez, par exemple, que j'utilise le terme de service et non de réparation. Car nos centres sont souvent bien plus qu'un centre de maintenance qui répare simplement des produits. Ils vont apporter des solutions additionnelles pour les consommateurs, pour pouvoir les aider sur l'utilisation de leurs produits. Et souvent, on va s'appuyer sur leurs connaissances et leurs compétences pour pouvoir développer justement ces services. Alors, ce réseau de centres de services de proximité est soutenu par les petites et moyennes entreprises régionales. Et nous avons actuellement environ 1000 techniciens Apple dans tout le pays. Alors, à titre d'exemple, nous avons en Champagne-Ardenne une société qui a été lancée il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui a 600. Donc, on a lancé les centres de services à Reims. Aujourd'hui, par son activité, il a pu déployer une dizaine de centres, donc de Thionville jusqu'à Versailles, en allant jusque dans les Hauts-de-France, qui montre vraiment un déploiement sur la partie réparation des services et l'accompagnement. On a exactement la même belle histoire également dans le Sud-Ouest. On a des partenaires qui ont développé beaucoup de centres de services et qui ont développé beaucoup de compétences autour du monde Apple sur la partie réparation notamment. En complément de ce réseau-là, de centres de proximité, on a aussi un réseau d'une trentaine de sites sur lesquels on va accueillir des sociétés, des opérateurs, des revendeurs, pour pouvoir les aider à faire des services sur les produits d'Apple, ainsi que des événements spécifiques. Alors, tous ces centres sont d'importantes entreprises également, françaises, qui sont implantées notamment dans le Pas-de-Calais ou en Bretagne, par exemple, et sur lesquels on s'appuie du fait de leur expertise et de leur réseau national. Alors, comme Clément l'a noté tout à l'heure, cet été en France, nous avons eu le plaisir d'élargir notre programme de service avec le nouveau programme pour les réparateurs indépendants qui souhaitaient accéder à nos formations, à nos outils et nos pièces détachées d'origine pour la réparation hors garantie. Alors, c'est important pour nous d'un point de vue de la sécurité des techniciens et des utilisateurs que ces réparateurs indépendants puissent bénéficier de nos outils, de notre savoir, et également de faire face aux pièces de contrefaçon et de faire en sorte qu'ils n'utilisent pas forcément des pièces de rechange non testées. À ce jour, nous sommes heureux d'avoir plus d'une centaine d'entreprises françaises qui ont postulé à ce programme-là. Et à date d'aujourd'hui, on en a une trentaine qui sont déjà en action ou qui vont être en action dans les jours et les semaines qui suivent. Évidemment, en plus de ces solutions de proximité, je ne vais pas oublier mes collègues des 20 magasins Apple, que vous connaissez peut-être, puisqu'il y en a certains sur Paris et aussi en province, Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Marseille. Je ne vais pas toutes les citer, évidemment, mais je ne vais pas les oublier, puisqu'on s'associe aussi avec eux
pour offrir un maximum de services. Voilà pour la partie service. Concernant la partie support, aujourd'hui, nous couvrons la France avec beaucoup de conseillers français dans une multitude de centres d'appel, dont 2 sites sont en France. Il y en a un à Poitiers, il y en a un à Valence. Et ce support est important et nous allons filtrer les demandes des consommateurs, c'est les renseignements mieux. Et si le client a besoin justement d'une réparation, nous allons pouvoir les orienter vers un centre de service de proximité de façon à pouvoir leur rendre service, tout simplement, et pouvoir répondre à leurs questions et réparation. Et ceci avec ou sans rendez-vous. Alors ensuite, c'est lié un peu à l'économie circulaire au niveau de la prévente et au niveau du recyclage. Il faut savoir que toutes les pièces détachées qui sont échangées, réparées, sont collectées par Apple directement vers ces centres de services agréés, sont remontées directement vers le centre pour faire repartir sur le recyclage. On parlait d'une machine d'un désir et c'est un exemple concret sur lequel on va remonter des pièces, on va pouvoir les réparer. Je pense à des cartes verres par exemple. On va pouvoir réparer aussi potentiellement des disques. Et on va pouvoir recycler effectivement des composants dans les batteries, comme le cobalt et comme l'expliquait par exemple le fer. Donc ça, c'est pour la partie service. Merci. Si vous voulez un tout petit peu pour qu'on puisse laisser la parole. Voilà. Très bien. Et juste un dernier mot sur la fiabilité et la durabilité. Pour nos centres de services et nos partenaires, on met à disposition pendant 5 ans l'ensemble des pièces détachées des produits Apple pour que nos partenaires après, puissent donner plus de durabilité sur les produits. Et je pense qu'on est un des meilleurs souvent au niveau de l'industrie. Et je reste à votre disposition pour toutes questions sur la partie service. Merci. Donc, je vais donner la parole à nos deux co-rapporteurs, M. Chevrandrier. Merci, Monsieur le Président, messieurs, pour vos interventions en tant que rapporteur de la mission d'information. Heureux de pouvoir vous écouter enfin, c'est vrai que c'était programmé. Comme vous, on est favorable au numérique, au déploiement du numérique sur l'ensemble du territoire, et on pense que le progrès, l'innovation doit permettre d'avoir du déploiement du numérique vertueux sur le plan environnemental. C'est le sens des 25 propositions que nous avons développées dans ce rapport. Et par rapport à votre exposé liminaire, il y a des convergences sur l'information, la sensibilisation du grand public sur l'impact environnemental. On voit que ça fait partie de vos préoccupations et des nôtres. Alors, je voudrais vous poser des questions sur l'impact environnemental des terminaux, qui représente environ 80% de l'empreinte environnementale de France, et la phase de fabrication est tout particulièrement émettrice, puisqu'elle représente à elle seule 60% de ces impacts. Ainsi, dans notre rapport, on a proposé la limitation du renouvellement des terminaux d'un axe prioritaire de notre rapport. En particulier, nous avons plusieurs propositions qui visent à mieux limiter l'obsolescence des terminaux. Nous savons que la durée de vie des terminaux procède autant d'une obsolescence désirée, et votre entreprise sait y faire en termes de marketing pour susciter l'envie de renouveler les téléphones en particulier, dans cette volonté du consommateur de disposer des dernières technologies à leur disposition. Il y a aussi l'obsolescence matérielle, les usagers étant bien souvent contraints de renouveler leur matériel en raison de panne, de défaillance de composants ou encore de performances dégradées. Un délit d'obsolescence programmée a été créé en 2015. Il punit de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement. À ce jour, aucune condamnation n'a été prononcée sur ce fondement. Pourtant, de l'avis de plusieurs associations de protection des consommateurs, la pratique demeure très largement diffusée en raison notamment du caractère très peu dissuasif de la rédaction actuelle de l'article du Code de la consommation qui définit l'obsolescence programmée. La difficulté réside notamment dans la nécessité pour les associations de protection des consommateurs de prouver l'intentionnalité de la réduction de la durée de vie du produit. Nous considérons donc une réécriture de cet article indispensable, et c'est un constat qui est partagé par de nombreux acteurs, notamment le Conseil national du numérique. Alors, très précisément, quel regard portez-vous sur cette proposition, et une lutte renforcée contre l'obsolescence programmée n'est-elle pas de nature
à donner un avantage comparatif justement aux fabricants les plus vertueux. J'en viens maintenant à l'obsolescence logicielle. Pour rappel, cette pratique conduit à un renouvellement accéléré des logiciels et systèmes d'exploitation, souvent dégradés les performances des terminaux. Elle constitue en cela une forme d'obsolescence programmée, poussant le consommateur à renouveler son smartphone ou son ordinateur pour pouvoir utiliser les dernières versions de logiciels. Plusieurs articles de notre proposition de loi visent à lutter contre cette obsolescence logicielle, notamment avec une obligation de dissociation des mises à jour de sécurité des autres mises à jour, qui peuvent contribuer inutilement à dégrader la performance du serveur. Il est également prévu d'instaurer un droit à la réversibilité afin de permettre à un utilisateur ayant installé une mise à jour de rétablir les versions antérieures des logiciels fournis lors de l'achat du bien s'il estime que la mise à jour a contribué à ralentir son travail. Là aussi, quel regard vous portez sur ces propositions et êtes-vous porteur de propositions de votre côté afin de limiter l'obsolescence logicielle des terminaux? Merci, monsieur Jérôme. Je vais répondre aux questions. Merci, monsieur le président. Donc, merci à vous pour cette audition. Je voudrais peut-être, en première, dissiper un malentendu. Notre objectif, ce n'est pas de condamner le numérique. Nous sommes tout à fait conscients des externalités positives du numérique, et notamment dans le confinement, mais au sens large du terme, par les multiples applications qui se développent, notamment en matière de transport ou nous, on a simplement pointé du doigt une attention particulière, c'est que si rien n'est fait, la part du numérique dans l'empreinte carbone va augmenter considérablement. Elle va augmenter considérablement parce que les autres secteurs vont faire des efforts, et si le numérique ne fait pas d'efforts, eh bien à ce moment-là, sa part relative va augmenter. Elle va augmenter pourquoi? Parce que les données sont multipliées par 2 tous les 3 ans, et parce que nous arrivons aussi à une démultiplication des terminaux, et vous en citez quelques-uns des nouveaux, les montres connectées, on peut citer ce qui va être les objets connectés, et peut-être maintenant les consoles de réalité virtuelle. Il y a une explosion entre guillemets des terminaux, et ces terminaux, eh bien, en France, on a la chance d'avoir une énergie qui est décarbonée, donc ce n'est pas tellement l'impact énergétique qui est au sens propre du terme, qui est important, même s'il faut bien évidemment y prêter une attention particulière, mais c'est aussi ce qui concerne bien évidemment le cycle de vie des terminaux, et vous en avez parlé. Alors, je voudrais peut-être focaliser ma question sur ce point particulier. On le sait, la durée de vie d'un smartphone est de 23 mois. Alors, je ne sais pas si c'est la durée de vie par utilisateur, en règle générale, par utilisateur, c'est de 23 mois. On n'a pas dans notre rapport, comment dirais-je, changé le modèle économique. Parce qu'on voit très bien que changer le modèle économique, ça veut dire que ça s'appelle dans l'économie de la fonctionnalité, non plus dans l'économie de la propriété. C'est le cas des box. On n'est pas propriétaire de notre box, on la loue. Donc, j'ai une question peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui nous semble un jour envisageable de changer le modèle économique sur les terminaux? Alors, vous avez dit qu'il y a un objectif qui se fait dans la propriété. Je ne sais pas si l'objectif il est fait qu'il est dû au fait que le terminal sur lequel on ne veut absolument pas s'en séparer. C'est peut-être aussi parce qu'on sait qu'à l'intérieur du terminal, il y a des données, il y a des photos, notamment. Donc, on a peur, entre guillemets, de ne pas les récupérer et ainsi de suite. Il y a toujours cette crainte de vouloir stocker, même si on ne les utilise plus, des photos qu'on a prises ou des données qu'on a prises à un moment donné. Alors ensuite, donc, on a dans notre rapport, justement, par rapport à cette réduction de la durée d'utilisation d'un smartphone, on propose d'allonger le délai de garantie de conformité de 2 à 5 ans pour les terminaux numériques. Alors, vous avez dit que vous posez des pièces, notamment pour des versions de 5 ans. Donc, voilà, quelle est votre position par rapport à ça? Il y a des pays qui l'ont fait, le Royaume-Uni, la Norvège. Donc, quel regard vous portez sur cette disposition de l'allongement de la garantie à 5 ans? La deuxième, vous avez parlé de ce qu'on appelle le trading. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, le trading qui consiste simplement à avoir une reprise. Quelle est la part du trading, de la reprise en pourcentage, si ce n'est pas trahir un secret commercial? Et est-ce que vous comptez l'augmenter de façon à inciter, entre guillemets, les anciens utilisateurs à restituer, ce qu'on peut dire, leur portable? Et puis donc, pour vous, donc, comment justement ce recours au réemploi, la réutilisation pourrait être stimulé? Et je laisserai le soin à vous, bien évidemment, de poser les questions. Bien, merci au rapporteur d'apporter des réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les rapporteurs, pour ces questions nombreuses et denses. Donc, on va essayer de vous répondre point par point.
Et n'hésitez pas à nous réinterpeller si toutefois on a dit un élément, puisque rien que la première question doit comporter plusieurs sujets différents, et donc je vais essayer de sur l'ensemble des points. Peut-être Clément, tu peux commencer sur l'empreinte environnementale des terminaux. Je reviendrai ensuite sur les questions d'obsolescence logicielle, d'obsolescence programmée, si vous voulez bien. Concernant l'empreinte environnementale des terminaux, et pas seulement carbone, pour chacun de nos produits qu'on met sur le marché, et ce depuis 10 ans, pour chacun de ces produits, on a une fiche environnementale qui dit précisément quel est cet impact. C'est quelque chose qui est mis à disposition de nos clients, qui est sur notre site web et qui est très facile d'accès. Pour vous donner quelques exemples, dedans, vous saurez que l'iPhone 12, par exemple, on vient de lancer, et l'impact CO2 de l'iPhone 12, c'est 86 kg de CO2. L'iPhone 12, lui, c'est 70 kg. Le MacBook Air Retina, lui, c'est 174 kg. Et on parle pas seulement du CO2, mais aussi des autres impacts environnementaux, des matériaux, sur chacune des phases du cycle de vie du produit. Donc là-dessus, on fait une analyse très détaillée au niveau produit et les données en ce qui concerne notre empreinte carbone sont revues, auditées, certifiées par un organisme extérieur, en l'occurrence le Formateur Institute. Donc, c'est l'équivalent du CNA sur un point sur la phase de fabrication, qui est très impactante. Je disais 76% de notre empreinte carbone vient de la phase de fabrication, on le sait. Là, on travaille à éliminer cet impact. C'est tout l'objet, ou une grande partie de l'objet de notre engagement en 2030. On peut éliminer les émissions CO2 de notre phase de fabrication, éliminer ces 76%. Et j'ajoute aussi la phase d'utilisation, d'où la problématique de compensation liée à la phase d'utilisation du produit. J'ajoute que parmi la référence, parler d'une durée de vie moyenne d'un iPhone de 23 mois. La première vie de l'iPhone, c'est plus. Mais cet iPhone, après, il a une deuxième et une troisième vie. Il faut regarder l'iPhone sur le smartphone en général, sur l'ensemble du cycle de vie. C'est comme ça qu'on regarde l'impact environnemental total et la durée de vie d'un iPhone est bien supérieure au chiffre que vous avez mentionné. Oui, d'ailleurs, par rapport à ce chiffre, je serais curieux d'en connaître la source exacte, puisque c'est quelque chose d'assez difficile à mesurer, et on serait preneur finalement de savoir quel est l'organisme qui a pu communiquer un tel chiffre. Et en complément, quelle est la totalité de la durée de la garantie, alors pour plusieurs vies? Vous pouvez répéter votre question? C'est-à-dire, à partir du moment où vous achetez un appareil, à partir du moment où vous achetez un appareil qui est reconditionné, donc il a une garantie. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la totalité, parce que nous, on prolonge simplement, enfin, on propose d'allonger la garantie de 2 à 5 ans. Donc, c'est par rapport à cette question, je précise. C'est un sujet abordé dans la loi AGEC sur laquelle on travaille en ce moment. Au passage, je vais laisser Olivier pour répondre. Je vais être très honnête, je n'ai pas du tout recul de ce qui se passe effectivement en Angleterre, puisqu'il y a effectivement cet allongement de garantie qui est jusqu'à 5 ans. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on se conforme à la loi française sur les points de votre comité d'aujourd'hui. Sur les produits que l'on vend, nous, là, vous faites référence à des produits qui sont reconditionnés, donc sur lesquels, effectivement, c'est un autre industriel qui va toucher effectivement le produit, et qui, à partir de là, doit, lui, certainement annoncer une garantie sur ces produits reconditionnés. Donc, alors après, le sujet du reconditionné est un sujet annexe pour nous par rapport à la réparation, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, où on s'appuie pour donner une piste de réparabilité au produit, avec et l'accès pour les consommateurs. Pendant 5 ans, pour pouvoir changer sur le cycle de vie du produit une batterie, puisque c'est l'élément le plus actif qui va vivre et mourir dans un produit, c'est quelque chose d'assez important. Et on va essayer de maximiser effectivement pour le consommateur, l'utilisateur, l'accès justement pour pouvoir faire réparer son produit. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous on s'attache. Aujourd'hui, on est sur 5 ans, bien aujourd'hui. On s'interdit rien sur ces sujets-là, mais c'est quelque chose sur lequel on est très attaché pour essayer d'amener les consommateurs
et les utilisateurs de nos produits l'avaient le plus souvent possible. Récemment, on a eu alors je ne sais pas si on peut le dire, on a eu un article sur lequel, effectivement, on a pu voir que des produits qui étaient mis sur le marché en 2015, aujourd'hui, même avec la transition logicielle, mais le logiciel a permis et la version a permis de pouvoir relancer une nouvelle vie sur ce produit-là. On a des très bons retours justement aujourd'hui sur les implications et sur nos investissements sur ces sujets-là aujourd'hui. Et on en est plutôt content. Comme je le disais tout à l'heure, on ne s'arrête en rien. Par ailleurs, je voulais vous dire également sur la proposition de loi dont vous parlez. Les propositions que nous retrouvons sont exactement les mêmes que celles qui sont proposées par les rapporteurs du CGTT, notamment avec lesquels nous travaillons avec l'organisation professionnelle sur l'Agence française du numérique et le Syntec numérique, en ce moment même dans le cadre du rapport qui doit être publié à la fin de l'année prochaine, dans le cadre de la loi GEC. Donc, il est compliqué pour nous de vous répondre puisque cette discussion est en cours, le sujet est extrêmement complexe et évidemment que nous, on fait le maximum pour être en conformité de fait et que vous l'aurez compris à travers les que nous avons réalisé, combien nous sommes engagés sur ce sujet-là. Mais après, la question, c'est quel est l'impact pour l'ensemble de la chaîne industrielle de cet engagement-là? Et plus largement d'ailleurs, sur les sujets liant environnement et numérique, on parle d'écosystème. Et il est très difficile de pointer un industriel ou un acteur spécifiquement comme étant le responsable de l'ensemble de la chaîne de cet écosystème. Et c'est notamment le cas sur le logiciel. Pour répondre à la question donc, de l'obsolescence programmée, c'est un délit, comme vous l'avez mentionné. À ma connaissance, aucun industriel ne l'a commis pour l'heure et aurait l'intention de le commettre. Un contresens majeur, en tout cas, c'est absolument à l'opposé de ce que nous réalisons quotidiennement et de nos objectifs. Donc, on se sent assez étranger à ce sujet-là. Bien souvent, cela repose sur des propos qui peuvent être apportés par un certain nombre d'organisations associatives, environnementales, qui ont leur légitimité, qui ont leur rôle de lanceur d'alerte que nous respectons, mais qui ne s'appuient pas sur des réalités industrielles et matérielles que nous réalisons, en tout cas pour nous Apple. Donc c'est quelque chose qui maintient une forme de confusion, et j'insiste assez lourdement là-dessus. L'obsolescence programmée, ça n'existe pas chez nous, et ça n'existe pas à ma connaissance pour l'ensemble des autres industriels. Si je prends ma casquette de l'Alliance française pour le numérique, qui rassemble l'ensemble des industriels du numérique sur ces sujets-là. Et c'est l'objet des débats que nous avons avec les rapporteurs dans le cadre de la loi GEC sur le rapport obsolescence logicielle. Par ailleurs, obsolescence logicielle, de quoi parle-t-on exactement? Y a-t-il là aussi une étude, quelque chose qui démontre la réalité de cette situation? Et de quoi parle-t-on exactement? Ça, c'est un sujet aussi sur lequel, c'est l'objet du rapport sur lequel nous travaillons dans le cadre de la loi GEC, qui devrait être, je pense, soutenu. Et je vous invite, mesdames et messieurs les sénateurs, à peut-être solliciter, je crois que dans la position de l'ordre, dans le rapport, si je m'abuse, il y a quelque chose de l'ordre d'avoir un organisme qui puisse permettre de rassembler un certain nombre d'éléments factuels. Et je vous invite vraiment à aller là-dessus. Nous, on est preneurs, parce que ça permet d'objectiver ces sujets-là, qui sont complexes, sensibles, et pour lesquels on a vite fait d'accuser tel ou tel acteur de mauvaises pratiques alors que maintenant on y a bien. Au fond, donc, nous, nos logiciels, ils sont intégrés. En fait, quand vous avez un terminal de la marque Apple, le logiciel est intégré. Et donc, la durabilité du logiciel, la durabilité matérielle en tant que terminal est liée aussi à la durabilité du logiciel. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, la durabilité de notre matériel est conforme également à la durabilité de notre logiciel. Il y a pour d'autres fabricants, les fabricants de terminaux téléphoniques, qui utilisent un logiciel, un operating system, par exemple, qui est une autre marque. La question est de savoir qui est responsable entre le fabricant et l'éditeur de logiciel. Ça, c'est un sujet que vous avez arbitré, qui n'est pas simple. Mais moi, simplement, ce que je peux vous dire, puisqu'on n'est pas concerné, on a un système intégré, c'est que faire porter la responsabilité d'un seul acteur, d'un seul industriel, sur quelque chose pour lequel il n'est pas en responsabilité, c'est extrêmement compliqué. Et puis, c'est un écosystème. On parle d'un terminal avec, dans le moteur, un operating system pour faire fonctionner le téléphone. Mais vous avez aussi des terminaux qui vont se mettre en lien avec le téléphone, une imprimante ou quelque chose d'autre. Là aussi,
aussi, il y a des nécessités de mise à jour logicielle qui doivent communiquer entre les uns et les autres. Et puis ensuite, vous avez de l'autre côté aussi tout ce qui est les éditeurs logiciels qui arrivent. À l'époque, en 2012, avec le logiciel qui va avec, il fonctionne très bien. Chez nous, en 2020, il fonctionne toujours très bien. Mais entre 2012 et 2020, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de nouvelles innovations. Il y a beaucoup d'acteurs tiers qui ont développé des technologies qui s'appuient sur l'émergence de technologies nouvelles. On pourrait par exemple aujourd'hui parler de la 5G. Eh bien, un téléphone que vous avez acquis en 2012 n'a pas les capacités matérielles de fonctionner demain avec la 5G. Et ce n'est pas une mise à jour logicielle qui permettra de faire cette transition. Alors, on peut très bien s'en passer de la 5G et utiliser son terminal demain. Sauf que certaines applications tierces, qu'on va trouver sur son magasin d'applications, vont peut-être utiliser des technologies qui vont s'appuyer sur ces nouveaux usages. Et donc, forcément, il y aura, pour l'utilisateur qui achète son terminal en 2012, pas d'accès forcément à ces nouveaux usages. Voilà, ça c'est la réalité du marché. Qui est responsable de tout ça? Mais c'est compliqué, c'est un écosystème que je disais. Et donc, nous, on s'efforce de faire en sorte, en tout cas pour nos utilisateurs, parce que c'est ce qui compte avant tout, pour avoir la meilleure utilisation possible de nos produits, qu'ils puissent le plus longtemps possible utiliser leur smartphone d'un point de vue matériel et logiciel durablement, avec des mises à jour qui sont faites, dont on explique quelle est la teneur exactement, et qui permettent de pouvoir utiliser dans le moment toutes les fonctionnalités, qu'elles soient natives ou tierces sur ces terminaux. J'espère que je suis clair. C'est un sujet sincèrement complexe avec lequel nous travaillons aujourd'hui avec les rapporteurs de l'OAG. Et je suis évidemment à votre disposition pour aller plus loin sur ce sujet-là si vous le désirez. Merci. On va faire une série de 5 questions pour nos collègues qui sont en vidéo. Donc, je vais donner les noms. Alors, en premier, vous avez la programme de Sidrac, en deuxième, Gilbert-Luc de Villard, en troisième, M. Demilly, en quatrième, M. Gillet, et en cinquième, M. Gold, pour répondre aux 5 questions. Puis, on fera une série de questions à l'issue. Martha. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, Martha de Silva, rapporteur de la loi GEC. Pourquoi je le dis? Parce que vous dites que vous travaillez avec les rapporteurs de la loi GEC, en tout cas pas avec les rapporteurs du Sénat. Donc, je suis un petit peu désolée. Voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, vous dites sur un certain nombre d'éléments qui doivent arriver, nous les attendons également. J'ai récemment d'ailleurs de nouveau auditionné le ministère de la Transition écologique. Mais je referme cette parenthèse. Moi, je voudrais revenir un petit peu et rebondir sur les questions qui ont été posées par nos deux rapporteurs de la mission d'information empreinte environnementale, parce que vous avez effectivement le sujet de l'obsolescence, que ce soit sur les terminaux ou que ce soit sur le volet logiciel. Votre réponse ne me satisfait pas pleinement, alors ce n'est pas forcément un reproche, hein, c'est juste un constat. Vous avez notamment évoqué aussi à un moment donné un questionnement sur le fait que nous ayons dans ce rapport-là constaté que la vie d'un terminal c'est 23 mois. Vous ne sembliez pas être d'accord et vous avez évoqué, et là j'aimerais bien que vous expliquiez que vous alliez un tout petit peu plus loin, puisque vous disiez la durée de vie d'un terminal va au-delà de ces 23 mois, parce que, et là j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi. Pourquoi vous l'estimez plus longue, quels sont, à partir de quel moment vous considérez qu'un terminal commence à vivre, et à quel moment vous considérez qu'il arrête de vivre, donc comment vous calculez ce temps-là précisément. Et je voulais aussi quelque chose d'un peu plus spécifique. Nous proposions entre autres en fait une TVA de 5 cents pour les réparations. Donc, je voudrais savoir un peu ce que vous en pensez au niveau de cette proposition-là. Est-ce que ça vous impacte? Ce qui m'amène à une autre question aussi sur le volet service après-vente, sur le volet en fait fiabilité, durabilité, rapidité du service après-vente. Certes, on peut le constater en tant que consommateur. Simplement, il y a un aspect sur lequel moi j'aimerais vous poser une question, c'est sur le coût. Puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, on peut réparer assez rapidement, c'est un fait, les terminaux Apple, mais on le paye souvent assez cher. C'est un service quand même qui est relativement cher et qui n'est peut-être pas incitatif en réalité à la réparation. Et donc ça rejoint la question aussi un petit peu de l'obsolescence. Donc je voulais
très précisément connaître votre politique commerciale en matière, en réalité, d'incitation et d'encouragement à la réparation. En réalité, est-ce que vous l'avez? Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez porter et quelle voie vous envisagez de prendre pour y arriver? Merci. Très bien, merci. Je dirais que M. Devina n'a pas connecté, donc on va donner la parole à M. Denis. Merci, Monsieur le Président. Des questions très simples et très rapides que j'ai modifiées d'ailleurs en propos parce que vous avez répondu à certaines d'entre elles, mais ça a suscité d'autres interrogations. J'ai bien apprécié votre intervention sur les 5 piliers vertueux et notamment sur les mesures de compensation environnementale que vous avez évoquées. J'étais particulièrement sensible à vos projets au Kenya, qui est un pays qui m'est particulièrement cher. Mais si j'étais un peu provocateur, je dirais que plus on développe de mesures de compensation environnementale, plus on reconnaît explicitement ou implicitement qu'on a bien sûr causé quelques dégâts environnementaux en amont. Vous avez parlé de 25 millions de tonnes de CO2. Ma première question, c'est quel organisme a calculé ce montant? Ensuite, un smartphone est composé de plus de 70 matériaux différents selon les informations et il consommera à lui seul environ 10% de la production mondiale de cobalt chaque année. Or, j'ai lu il y a quelques semaines un rapport d'Amnesty International sur le cobalt qui nous expliquait que 50% du cobalt venait du Congo-Kinshasa, où 40 000 enfants travaillaient dans les mines de cobalt, notamment dans le sud du pays. Donc, ma deuxième question, c'est dans vos chaînes d'approvisionnement, vous assurez-vous qu'il n'y ait pas de travail infantile par rapport à ce cobalt? Et enfin, troisième et dernière question, encore plus rapide. Monsieur Lelong, vous avez parlé de terres rares recyclées à 100%. J'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. Merci. Merci pour ces questions. La parole est à M. Gillet. Chers collègues, je vous entends. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à vous tous et à vous tous. Dans une approche de responsabilité sociétale, peut-on distinguer la production de ses usages? En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes engagé au niveau de votre entreprise sur l'évaluation de votre responsabilité sociétale? Vous savez qu'il existe aujourd'hui des expérimentations, une norme AFNOR qui permet justement d'évaluer l'impact que l'on peut avoir sur les usages. Donc, est-ce que vous êtes engagé dans ce type de démarche? Ce type de démarche a par ailleurs le mérite d'offrir un cadre méthodologique justement d'évaluation, notamment par rapport aux objectifs que vous pouvez vous fixer sur la réduction de vos empreintes carbone. Donc, est-ce que vous pouvez clarifier la position sur le sujet? Et puis, pour revenir sur la notion des usages, vous avez très longuement détaillé les efforts que vous faisiez sur la réalisation donc, de vos productions. Est-ce que, donc, dans ce cadre-là, sur le rapport au niveau des usages, vous souhaitez développer également une approche didactique et pédagogique pour essayer de limiter l'impact également au niveau des usages? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Devina s'est connecté. Je vous cède la parole. Non. Eh bien, Monsieur Gaulle. Merci, Président. Bonjour à tous. Monsieur Gros, vous représentez une société qui crée et commercialise des produits grand public. Aujourd'hui, pour certains, la sobriété numérique, pour près de 15 millions d'entre eux, elle est de fait. De fait pour ces 15 millions de Français qui sont en difficulté et ne maîtrisent pas le numérique. Pourtant, le numérique est porteur de promesses d'amélioration de la qualité de vie, d'inclusion sociale, d'augmentation des connaissances et des capacités de chacun. Quand on parle donc d'impact environnemental du numérique, on ne peut pas nier l'aspect social. Aujourd'hui, la dématérialisation généralisée des services publics, souvent d'ailleurs à marche forcée, laisse sur le bord de la route bon nombre de nos concitoyens incapables de réaliser la moindre démarche en ligne. J'aimerais savoir comment, dans la conception de vos produits, vous intégrez les difficultés des utilisateurs, que ce soit dans le coût des produits, je parle du coût économique et du coût environnemental bien sûr, et aussi dans l'ergonomie des applications. Comment donc l'industrie numérique travaille pour des effets positifs sur ces publics éloignés du numérique? J'ai bien conscience que ma question est un peu décalée
par rapport au thème de l'audition, mais elle est volontairement décalée. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de répondre à ces questions très précises de mes collègues. Merci. On va certainement répondre à vos questions de manière un peu désordonnée, en essayant de répondre à ces questions en fonction de ce qui nous semble le plus important. Non pas qu'elles ne soient pas importantes, ces questions, mais des éléments cumulés tout de suite à l'esprit pour répondre. Merci. Oui, alors je prends la parole alors. En espérant d'avoir oublié aucune question. À la question des 23 mois moyenne de vie d'un smartphone, on fait nos études en interne, puis s'appuie aussi sur les organismes pour faire ces calculs-là. On sait, grâce à ces études, que la durée de vie de notre smartphone est bien supérieure à 23 mois pour sa première vie et encore bien supérieure pour sa deuxième vie. On parle de plus du double. Donc on le sait, on a nos études en interne et ce chiffre, encore une fois, de 23 mois peut-être peut s'appliquer pour nos compétiteurs, mais pas pour nous. Mais encore une fois, on parle de la première vie et certainement pas des secondes et troisième vies qui arrivent après le rebondissement. L'allongement de la durée de vie du produit passe en partie, je l'ai dit, mais pas seulement, par la capacité à réparer les produits avec des services et des pièces de qualité. C'est la raison pour laquelle l'accessibilité à ces services doit être facilitée à nos clients et la proposition d'une TVA réduite pour ce genre de service, pas de position officielle, mais pas qu'on s'y opposerait, bien au contraire. Il y a aussi la discussion en ce moment dans le cadre de la loi EGEC de l'application réparation à laquelle on participe. Sur la question des services chers, je pense que je laisserai Olivier répondre. Maintenant, sur la question de la compensation qui montre ses limites. Notre objectif premier, il est d'éliminer nos émissions directes de carbone quand c'est possible, notamment par l'utilisation d'énergie renouvelable lors de la phase de fabrication ou nos opérations directes qu'on a déjà fait. Ça, c'est notre gros objectif. Et après, il y a une partie, pour prendre juste un exemple, du cycle de vie qu'on ne contrôle pas. D'utilisation. Je suis utilisateur aux États-Unis, ma phase d'utilisation va être bien plus impactante en CO2 qu'un utilisateur en France, où on a du nucléaire. Néanmoins, même en France, avec nos parcs nucléaires, on a une utilisation des émissions de CO2, c'est indéniable, et on n'a pas de solution, c'est pas en contrôle pour éliminer ces substances non directement. C'est là, entre autres, que les projets de captation et de compensation vont jouer un rôle. Est-ce que c'est la solution miracle? Non. Non. Mais c'est ce qu'on a de mieux aujourd'hui pour améliorer l'impact CO2 de cette phase de produit. Est-ce qu'il y aura d'autres solutions à l'avenir qui seront proposées? Je l'espère, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a de mieux à proposer aujourd'hui. Ensuite, sur notre impact, notre empreinte carbone globale, qui est exactement de 25,1 millions de tonnes de CO2 sur l'exercice 2019. C'est nous qui la calculons. On a une équipe d'ingénieurs qui ne fait que ça, de calculer cette empreinte carbone. Et au niveau entreprise et au niveau les données. Et dans le cas où on est à ce moment-là, on prend des données généralisées, comme c'est généralement le cas dans les analyses de cycle de vie. Notre priorité, c'est de mettre des données réelles dans ce système. On la calcule, mais évidemment, il faut crédibiliser notre démarche et on est totalement transparent sur notre système là-dessus. Ces calculs sont revus, audités, certifiés par le Fraunhofer Institute pour répondre à votre question, et ça depuis plus d'une dizaine d'années. Fraunhofer Institute qui est au passage un des consultants qui va participer à l'élaboration du label durabilité qui est en 2021. Sur la question des terres rares recyclées, je suis désolé, je viens de et le cobalt. Et le cobalt. Je me note. Sur la question des terres rares recyclées à 100%, la problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que les technologies de recyclage actuelles, pour la majeure partie, elles sont basées sur le broyage. Donc elles sont calibrées, broyer les machines en quantité,
et vont aller chercher certains matériaux qui ont l'intérêt ferreux, donc biopression. Le problème avec ces technologies-là, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment fines dans leur approche pour aller chercher des matériaux dans une quantité infime. Mais rares. En passage, on en utilise très peu chez Apple. Comparé à l'éolien, c'est, on va dire, presque rien. Néanmoins, on sait que ces terres rares posent un problème pour l'environnement, en tout cas leur extraction et leur raffinage, on le sait. C'est la raison pour laquelle on ne s'est pas contenté du statu quo en allant chercher les solutions de recyclage qui existent sur le marché aujourd'hui. On a lancé, il y a déjà de nombreuses années, des projets de recherche et développement pour développer notre propre technologie. Oui, Apple, évidemment, du recyclage. C'est pour ça qu'on a créé DAISY, qui va aller démanteler de façon automatisée le téléphone pour aller cibler les composants qui contiennent des matériaux qui nous intéressent, et notamment, et pas seulement les terres rares. D'où l'importance de faire l'impact, le profil d'impact de chacun des matériaux qu'on utilise pour savoir où ils sont déjà dans l'appareil. Et nous, on le sait chez Apple, peu de gens dans l'industrie, je pense, pour savoir où aller les chercher, les démanteler et à un coût économique acceptable aussi. Il faut que ça fonctionne, l'économie circulaire. Mais on ne s'arrête pas là. Il va falloir, une fois que les composants sont séparés, il va falloir aller chercher ces terres rares. Et pour aller les chercher, il va falloir aller encore plus minutieux. C'est le fameux robot Dave, dont je parlais tout à l'heure, qui cible pour le moment le module plastique. C'est là-dedans qu'il y a beaucoup de terres rares, même si dans les aimants. Donc, on développe ces technologies-là, mais après, il va falloir aussi travailler avec des prestataires pour aller faire de l'affinage sans pour autant dégrader la qualité des autres matériaux qui seraient incorporés ou proches du matériau qu'on va citer. Et donc, cette approche ultra fine de démantèlement, d'affinage, et c'est des technologies qui n'existent pas, il faut tout inventer. Ces technologies, ces processus nous permettent justement d'arriver à des taux de pureté de 100%. 100% des terres rares qu'on utilise dans le moteur de la aujourd'hui, 100% de cette matière est issue des boucles fermées qu'on a créées grâce à le programme de reprise, le démontage automatique avec DAISY, 3, le ciblage avec Dave, et 4, aussi des partenariats en appel avec les affinants pour pouvoir faire un travail correct. Et c'est la raison pour laquelle j'insistais, et c'est important de le comprendre, faire un travail sérieux, et c'est pour ça que je parlais d'approche holistique, systémique, pour faire un travail sérieux, on n'a pas d'autre choix que d'y aller matériau par matériau, substance par substance. C'est un travail colossal auquel on s'est attaché depuis maintenant plus d'une décennie, et on avance matériau par matériau. Ce qui inclut aussi le cobalt. Effectivement, le cobalt pose des problèmes environnementaux, mais pas seulement sociaux, dans la mesure où ils sont extraits dans des zones, on le sait, et c'est la raison pour laquelle on met la priorité pour la récupération de ce matériau. On ne regarde pas uniquement l'impact environnemental, mais aussi les impacts sur l'approvisionnement mondial et les impacts sociaux. Oui, dans nos batteries aujourd'hui, on utilise du cobalt recyclé, et notre intention, c'est de continuer dans cette approche matériau par matériau. Tout à l'heure, il y avait une question sur le trading, peut-être que tu peux revenir. Sur la question du trading, c'est pas oui, là, si tu veux. Sur la question du trading, il est dans notre intérêt d'offrir ces programmes parce que c'est une demande de nos clients. C'est dans notre intérêt commercial de l'offrir parce que derrière, ça permet à nos produits aussi d'être plus accessibles. Et donc, ça nous permet d'élargir notre base installée. Donc, c'est dans notre intérêt commercial de développer ce genre de programme, et on le fait. C'est pour ça qu'on a ce programme Apple Trading, qui couvre non seulement donc, la reprise, rachat, revente d'un équipement fonctionnel, mais aussi donc le recyclage gratuit pour les équipements qui seraient non fonctionnels. Et ce programme, il est en mutation constante. Pourquoi? Parce qu'il faut le développer et se caler sur les attentes des clients pour pouvoir déclencher ce geste de retour à la question de la gestion du comportement du consommateur. On voit les chiffres augmenter de façon significative. Pour vous donner un chiffre, puisque vous en voyez un, sur l'exercice 2019, on a collecté dans ce cadre presque 8 millions d'appareils. Et la tendance est à l'augmentation forte, ce qui était jusqu'à la crise du Covid, où on a dû perdre beaucoup
et qu'on continue à passer fort sur ce sujet. Merci Clément. Olivier, sur cette point. Je voudrais ajouter sur le training qu'on a de nombreux partenaires français qui sont associés au programme, justement collectif en France. Sur la partie des pièces détachées, vous avez parlé effectivement, la sénatrice, de durabilité, de réparabilité. Et comme a expliqué un petit peu Clément, notre objectif, c'est de faire des produits durables. Alors, la technologie fait que parfois, faire des produits durables, ce soit plus compliqué d'un point de vue technologique et d'un point de vue design, on va dire, au niveau des produits. Cela dit, pour rejoindre sur la réparabilité à partir de là, c'est que quand vous souhaitez réparer un produit, et je prends les dernières générations de produits, où les produits doivent être plus durables, plus étanches, et donc c'est un petit peu plus compliqué. Dans ces cas-là, ça peut effectivement donner plus d'outils spécifiques ou pas, mais en tout cas d'avoir une certaine connaissance du produit pour sécuriser au maximum le consommateur lors de sa réparation. Ce qui peut forcément peut-être entraîner parfois des coûts en termes de réparation, sachant que nous, au niveau des coûts, on a des nôtres qui sont via nos Apple Store, qui sont publics et disponibles sur notre site. Après, nous, on vend des pièces à nos partenaires, comme j'expliquais, qui ont 10 sur rue et une centaine en France. Et à partir de là, eux, ils décident de leur propre tarif. Je conçois qu'effectivement, un tarif qui peut être à Nancy ne sera peut-être pas forcément le même sur Paris, puisqu'ils prennent différents éléments pour eux sur leur business, en tout cas, sur leur partie, en tout cas, en termes de main-d'œuvre, des personnes qualifiées, de formation, et qu'ils estiment. Donc, ce n'est pas Apple directement qui décide forcément des tarifs qui sont pratiqués, en tout cas par nos partenaires. C'est difficile pour moi de les commenter, si vous voulez, parce que nous, on leur livre simplement les pièces détachées qui nous commandent directement. Après, on a nos tarifs. On a les 5,5, l'ensemble des pièces et de la main-d'œuvre, globalement, et ça, c'est tout. Et on essaie de faire en sorte, dans la fiche de réparabilité, vous savez, vous avez un critère qui est le prix. Et on va montrer, puisque ce sera à partir du 1er janvier où les premiers produits vont sortir, qu'au niveau prix, on est plutôt cohérent sur les pièces détachées. Monsieur le Président, sur la TVA, bon, on va commenter ce genre de mesure, mais on n'est pas opposé sur le principe de toute façon, du moment que ça incite le dispositif, on comprendrait que nous, on y est plutôt intéressés. Après, on ne commencera pas le l'objet de notre démarche. Pour répondre peut-être rapidement aux questions de M. le sénateur Gold, si vous me permettez, M. le Président, sur la question de la responsabilité sociale, elles sont là aussi au cœur de ce que nous faisons. Clément ajoutera quelques éléments sur les usages à Nord. Simplement vous dire qu'en termes d'usage et pédagogie, on travaille déjà avec les pouvoirs publics, notamment sur des sujets comme l'accès à les sites pour les mineurs. On met en place des dispositifs dans tous nos terminaux pour que les utilisateurs puissent utiliser par exemple temps d'écran pour contrôler l'usage qu'ils font de leurs terminaux. Ils sont des outils innovants lesquels nous avons été pionniers à lancer. En termes même de formation et de sensibilisation à la sobriété numérique, je voulais rappeler que la collègue très investie sur les sujets relevant de l'éducation. Et nous sommes également en partenariat avec Saint-Nom, qui à Montreuil et dans d'autres villes de France, Lille, Lyon, Marseille, et bientôt d'autres endroits, nous fournissons gratuitement pour tout un tas de personnes qui le désirent, de tout âge, de formation initiale, qui veulent se reconvertir ou pas, des formations de 4 semaines, bientôt plus longues, gratuites, pour apprendre à coder et pouvoir par ce biais-là se réinsérer socialement, si besoin était, ou simplement se former à ces outils-là. Et à ce titre, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en termes de usage et l'inclusion. Nous avons été sollicités par vos collègues sénateurs pendant le confinement pour une audition sur ce sujet-là, à laquelle j'ai participé. Un certain nombre d'initiatives sont prises aussi. Et puis, par exemple, dans chacun des terminaux Apple, pour aller vite, sur les sujets d'accessibilité, tout est fait pour que toute personne ayant un handicap quelconque puisse utiliser nos terminaux. Et cela, vous pouvez le constater par vous-même si vous êtes même détenteur d'un iPhone. Voilà ce que je peux vous dire. Peut-être Clément, tu peux rajouter sur
notamment dans les groupes UTC distribués de France. Maintenant, on a de préférence pour travailler à des niveaux géographiques élevés au niveau minimum européen, voire internationaux, pour avoir plus d'impact sur l'environnement de la. Sur la question de l'impact de l'usage de nos produits, on est conscient que nos produits ont un impact en termes de l'énergie. C'est la raison pour laquelle on a travaillé très fort et continue à travailler très dur sur la question de l'efficacité énergétique de nos produits. Et c'est la raison pour laquelle on travaille non seulement sur la partie matérielle, mais aussi sur la partie logicielle. C'est la force d'Apple, en fait, de pouvoir combiner les deux pour avoir des produits extrêmement efficaces d'un point de vue énergétique. Maintenant, un produit, pour fonctionner, il aura toujours besoin d'énergie, mais en quantité très faible. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, pour devenir avoir notre objectif carbone, neutralité carbone 2030, il va falloir penser à l'adaptation et la compensation des émissions de CO2 dans cette phase. Enfin, je rebondirai sur un dernier sujet, peut-être que vous rajouter quelque chose. Il y avait un sujet encore à l'utilisation. Voilà, en fait, pour en parler, parce que je pense que derrière l'emploi à l'utilisation, il y a des reconditionnements, certainement, qui étaient derrière. Donc, c'est un sujet sur lequel on regarde, on reconditionne aussi nous-mêmes des produits aujourd'hui. Ce qu'on peut constater, en tout cas sur le marché français, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quel type d'acteurs qui reconditionnent les produits qui sont assez différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de position très établie sur ce sujet. Vous avez des reconditionneurs qui reprennent les produits sur le sol français, qui les reconditionnent, les testent, qui les revendent sur le sol français. Vous avez des reconditionneurs qui font importer des produits de l'étranger, qui les reconditionnent en France, qui les revendent sur le sol français ou à l'étranger. Vous avez des reconditionneurs qui importent directement des produits de l'étranger, qui les revendent directement à l'étranger, en France ou à l'étranger. Vous avez des reconditionneurs qui réparent des produits à l'étranger, qui sont des sociétés françaises, qui récupèrent des produits en France, qui les réparent à l'étranger, qui les font revenir en France. C'est pour ça que c'est assez complexe en fait en termes d'économie circulaire, de reconditionnement. Il y a une multitude d'acteurs aujourd'hui sur le plus vertueux, par exemple, qui reprend des produits en France, qui reconditionne en France, qui revend en France. Moi, à ma connaissance personnelle, je n'en connais qu'un. Mais voilà, c'est assez complexe pour le temps et on est plutôt attentif à ça parce que dans le cadre de la réutilisation du réemploi, et quand on parle de durabilité, on parle de façon à ce que nos produits, pour le plus longtemps possible, puisque c'est dans les mains des clients, qu'il y ait un minimum de rupture d'usage de leurs produits. C'est aussi important pour nous. Et donc, voilà, il faut juste préciser ce point-là sur le reconditionnement et la réutilisation. Sachant qu'il y a des fonds qui sont en discussion actuellement. Merci bien. Il reste 6 questions. Il nous reste 10 minutes, on va prendre un quart d'heure. Donc, la parole, je vais donner la parole à M. Picot, à M. Mandeli, à M. Marchand, à M. Basqui. Et puis, si M. Levina a réussi à nous joindre, prendra la parole également. La parole est à vous. Non. Oui, merci, M. le Président. Je suis un peu resté sur ma fin. Donc, en étant assez court, quelques questions très précises. Parler d'un écosystème finalement qui n'existait pas et qui fait partie d'un système concurrentiel, ce qui est vrai. Mais vu le poids d'Apple quand même à l'échelle internationale, vous avez la capacité à peser sur cet écosystème. Donc, une question très précise. Première question très précise, c'est quel est votre dialogue avec les autres acteurs majeurs de cet écosystème, notamment les diffuseurs vidéo aujourd'hui, puisqu'on sait qu'une grande partie des consommations énergétiques sont liées aussi au boom des consommations vidéo, pour limiter les flux. Parce qu'on comprend bien que limiter l'impact de production de produits. Mais votre place dans l'écosystème mondial énergétique, c'est d'avoir les flux numériques qui explosent et auxquels vous participez. Quelle est votre stratégie, non pas sur votre impact direct, mais sur votre impact indirect et qui est l'impact flux, de limitation d'un certain nombre de flux, qui ne sont pas des flux essentiels, puisque la super HD en vidéo, à un moment, n'a pas de difficulté si forte que ça pour le consommateur, mais entraîne une explosion des consommations énergétiques. Première question. Deuxième question, aussi précise. Alors, on a parlé du commun, mais assez étonnamment, on n'a toujours pas parlé du coltan. Or, l'impact
l'extraction de coltan, évidemment, sur l'extraction au Congo, est absolument terrible, y compris remet en cause la totalité de l'écosystème forestier du bassin du Congo, avec la déstabilisation sociale de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc là, l'impact carbone est absolument immense. Donc, est-ce que aujourd'hui, la totalité de vos produits sont avec du coltan certifié? Première question. Et comme une partie importante de cette production est faite en Chine, quels sont vos process de certification? Et est-ce que vous laissez vos sous-traitants ou vos usines chinoises certifiées, ou est-ce que vous avez la main sur cette certification? Et est-ce que vous pourrez nous donner la réponse que vous avez apportée à l'administration américaine? Parce qu'avec la nouvelle code, vous êtes obligé aux États-Unis de fournir tous les éléments sur le type de coltan que vous utilisez, et savoir s'il participe à la déstabilisation et à des conflits armés. Que cette question est clé. Et troisième question très rapide et complémentaire, mais qui est un peu la même. Quand vous dites que vous utilisez de l'énergie renouvelable pour la production, notamment la production en Asie, est-ce que là aussi vous avez la main sur les certifications? C'est-à-dire que vous savez d'où vient très directement cette production renouvelable? Parce que donc, comme ce sont les autorités du pays, notamment les autorités chinoises, qui nous fournissent des certifications sur l'énergie consommée. Donc, trois questions très précises sur lesquelles j'espère les réponses aussi précises. Merci. Merci, madame. Monsieur Guillaume. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour cette information sur l'activité d'Apple et sur sa volonté de verdir son activité. Vous avez essayé de le montrer. Néanmoins, moi aussi, je trouve qu'il y a quelques trous dans la raquette encore, quand même. Et je vais essayer de m'en expliquer sans chevaucher ce qui a été dit précédemment par mes collègues. Qu'est-ce que vous pensez de la politique des terminaux d'Apple qui multiplient les adaptateurs? Ces nouveaux appareils, notamment les ordinateurs portables. Pour pouvoir brancher une simple clé USB, il faut un adaptateur. Vous savez, ces adaptateurs très chers aux consommateurs ne permettent pas une bonne compatibilité avec des produits de marques concurrentes. C'est la raison pour laquelle je crois que ce que vous appelez l'amour du produit, c'est en fait la fatalité d'être attaché à une marque plus séparée. C'est comme ça que je le comprends. Peut-être j'avais pris ma formation. Je comprends la mariage forcé, l'importance de la manne financière de fidéliser une clientèle. Néanmoins, il faudrait un sujet politique environnemental volontariste. Est-ce qu'il n'est pas temps de développer une offre plus universelle? Et c'est un jeu d'Apple qui dit ça. Voilà. Et je voudrais savoir pourquoi vous vous êtes opposé, m'a-t-on dit, aux chargeurs universels proposés par les députés européens, lorsqu'on sait que les chargeurs obsolètes représentent environ plus de 5 000 tonnes de déchets. Ça me paraîtrait intéressant de faire en sorte que les produits peuvent circuler d'une marque à l'autre et puissent bénéficier des mêmes fonctionnalités. Dernier point, est-ce qu'une action particulière va être engagée concernant la fragilité des appareils Apple, parfois, notamment des câbles, qui se détériorent rapidement? Et est-ce que vous êtes en capacité de fournir un calendrier précis des actions envisagées par Apple jusqu'en 2030 avec des objectifs chiffrés de décarbonation? Merci. Merci. Didier Mandelli. Merci, Monsieur le Président. Didier Mandelli, donc sénateur de Vendée. J'ai eu l'occasion d'être président du groupe d'études économie circulaire et de participer dans ce cadre-là à la mission qui a été conduite par François Bonjour. Je précise que vous faites état de rebond de 1,2 million en démantèlement de septembre. Nous avions eu l'occasion de rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les deux stades, démontés aussi, qui ont eu des grandes difficultés d'ailleurs. Mais il y aura beaucoup de robots pour faire face aux 23 millions de téléphones vendus chaque année en France, ne serait-ce que dans notre pays. Ma question, plutôt de précision. Je crois qu'il y a une confusion depuis le début de cette audition entre la notion de durée de vie et la notion de durée de possession. La durée de vie du produit, je n'ai aucun doute. Ça durait très longtemps. J'en ai un, les fans de votre marque, ça dure très longtemps. La dualité de votre entreprise, c'est que vous êtes à la fois bien sûr producteur de services et de prestations et producteur de téléphone et d'autres appareils, et que, évidemment, vous avez intérêt en commercial à ce que le maximum d'appareils soient vendus. Voilà, on n'est plus dans une logique d'entreprise. Et dans le même temps, vous faites en sorte que les produits de représentation
Et donc, entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'innovation, le marketing, et bien d'autres notions, qui incitent, qui contribuent à faire en sorte que vos consommateurs fidèles, attachés à vous, se sentent tenus, pour des raisons quelquefois irrationnelles, à changer en permanence, assez régulièrement, de la sortie d'un nouveau modèle de téléphone, qui évidemment limite cette durée de possession de 3 mois. Et je vais vous citer un exemple qui est tout à fait personnel. J'ai un téléphone, comme chacun d'entre nous. J'ai décelé un problème de batterie, des soucis. J'ai fait le test. Je suis allé chez un grand distributeur qui à l'origine vendait des produits culturels. Je lui ai dit que j'avais sans doute un problème de batterie. Il m'a dit qu'il était incapable de répondre, de trouver la solution et qu'il m'a emmené aussitôt vers le rayon des nouveaux téléphones à 1 600 €. Deuxième expérience, je suis allé chez mon opérateur téléphonique, qui lui, évidemment, m'a incité à prolonger mon abonnement pour bénéficier d'une offre sur de nouveaux modèles. Et je suis allé, où j'aurais dû aller d'emblée, mais je savais qu'il allait me résoudre ma difficulté, chez un réparateur indépendant. Il m'a pris mon téléphone, qui a regardé dans les paramètres et qui a constaté effectivement que la batterie était défectueuse. Elle était à moins de 70%. Et qui m'a proposé une réparation. Coût de la réparation, temps de réparation 30 minutes, coût de la réparation de la batterie 18 €, main-d'œuvre 20 €. Donc je crois que on ne peut pas se dédouaner de cette notion, de l'aspect de développement, de marketing, d'innovation qui incite encore et toujours dans cette dire un peu cette folie consumériste de faire l'acquisition en permanence pour rester régulièrement de nouveautés. Merci, Frédéric Orgeman. Merci pour cette question. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour cette présentation. Au Sénat, on a une délégation qui s'appelle la délégation à la prospective et un peu d'anticipation pour avoir un peu votre avis. On parle de sobriété numérique avec la révolution qui est en train de se tramer. Il n'est pas forcément mis sur la table, mais considérant la difficulté que pose aujourd'hui Fortnite, Apple, avec la fameuse taxe Apple qui est aujourd'hui remise en question, on voit que la 5G est une réalité, mais qui est en train de se préparer à une révolution Internet avec l'apparition de ce que les spécialistes appellent les métaverses. Les métaverses qui vont être des plateformes virtuelles, des espaces partagés, constamment en ligne et actifs, et donc qui fait qu'on va avoir une surenchère, une course aussi à la rentabilité et au progrès, entre guillemets. Donc, un peu avoir votre avis sur la façon dont vous envisagez cette chose qui va sans doute arriver plus vite que prévu, et voir quelle place à la transition écologique dans cette course, je reprendrai le mais dit par les uns et par les autres, de cet attachement émotionnel qui fait qu'on peut toujours aller vers plus de progrès, mais que le progrès d'un coup et que, voilà, on est souvent pas dans l'obligation, mais confronté à des volontés qu'il faut qu'on va changer de matériel. Merci, Monsieur Bastille. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, le début de votre propos était axé sur la lutte contre le changement climatique, la neutralité carbone pour 2030, donc avec des réductions au niveau de process de fabrication, mais aussi avec le stockage du carbone dans la forêt. Et vous avez annoncé que vous aviez acheté 15 000 hectares de forêt. J'aimerais savoir quelle est la gestion qui est prévue dans cette forêt. Est-ce que cette forêt est destinée à produire du bois d'œuvre et donc à continuer à stocker le carbone ou est-ce que ce sera uniquement la production de biomasse qui va être destinée à des usines de cogénération? Et là, à ce moment-là, le carbone repart dans l'atmosphère, on aura simplement déplacé le problème de quelques décennies. Merci. Monsieur Devinaz, il est connecté. Non, on n'arrive pas à notre collègue. Donc, je vous propose de répondre aux questions. Oui. Oui. Il faut activer ton micro. Président, vous adressez à Gilbert Luc Devinaz? Oui, c'est ça. Oui, alors je viens juste de pouvoir me rebrancher et d'avoir le son. Donc, les questions que je voulais poser, peut-être qu'elles ont été abordées ou déjà répondues.
mais je vais le reformuler. Quel est l'impact que vous attendez sur les ventes de smartphones dans les 5 ans à venir? Quelle tendance sur les dimensions et la durée de vie des smartphones percevez-vous en France? Et quelle est la stratégie d'Apple pour des jeux en ligne sur mobile et l'introduction de la réalité virtuelle avec la 5G? Merci. Merci Gilbert. Et je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Clément, je te propose de répondre à un certain nombre de questions qui sont à la suite. Merci. Merci pour vos questions. Je vais effectivement essayer de répondre à. J'espère que j'ai noté les questions importantes. La première question que j'ai notée, c'est quel est le dialogue avec les autres acteurs de l'écosystème? Il est constant. Si on parle de l'écosystème de notre chaîne d'approvisionnement, on travaille avec eux bien sûr au jour le jour. Et on les accompagne dans leurs efforts de réduction de l'empreinte environnementale. C'est le point que j'abordais tout à l'heure en disant qu'il fallait qu'on démontre en interne qu'il est possible de gérer des opérations avec de l'énergie 100% renouvelable à un coût acceptable. C'est viable économiquement pour pouvoir se démontrer et entraîner l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans notre sillage. Ça, c'est ce qu'on fait, et c'est vraiment un effort important. Et ce n'est pas simplement avec de l'argent qu'on fait, c'est avec de la formation, de l'accès à l'information pour pouvoir développer ce genre de produit. Si vous parlez d'écosystème plus large, au-delà de notre écosystème Apple, on travaille également avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit au travers de nos associations professionnelles en France, en Europe ou dans d'autres pays, mais aussi, pour revenir sur la France spécifiquement, avec, dans le cadre de groupes de travail, on a énormément travaillé sur ce sujet ces 2 dernières années. Et c'était extrêmement bénéfique. Excusez-moi, Monsieur le Président, avec votre autorisation, est-ce que cet écosystème des usages leur fait une stratégie de réduction des flux? C'est ça la question. Mais nous fabriquons des terminaux. On n'est pas un gestionnaire de flux. L'usage qui est fait par les utilisateurs des terminaux, leur responsabilité. Alors évidemment, il y a des moyens pour nous. Et les moyens. Si je vous donne la liste des services Apple, des entreprises Apple, Apple Video et ainsi de suite, vous êtes aussi totalement dans les usages. Vous n'êtes pas que dans la production des terminaux, c'est pas vrai. On fait énormément de filières dans les usages. Pour ce qui est de services qu'on produit, qu'on gère, qu'on distribue nous-mêmes, FaceTime, iMessage, Apple TV, tous ces services ils sont délivrés à partir de centres de données que gère en direct. Et les centres de données depuis 2018 sont fournis à 100% en énergie renouvelable. Ça n'est toujours pas la question. Est-ce que l'écosystème a une stratégie de réduction des flux de données? C'est ça la question centrale en termes d'énergie. Mais le flux, il est à l'instigation, à l'initiative de l'utilisateur. Donc, on met à disposition un service, chacun libre de l'utiliser comme on lui semble. Je crois qu'il y a 2 sujets. Si je peux finir de parler, si vous me permettez, monsieur le sénateur. Il y a des services qui sont proposés sur nos terminaux et les utilisateurs peuvent les utiliser. Ensuite, il y a des vidéos qui se lancent automatiquement sur les réseaux sociaux, sur tout un tas d'applications qui ne sont pas de notre responsabilité. Donc, qu'on puisse nous poser la question de savoir si on a une stratégie pour que les gens consomment moins de vidéos sur Apple TV+. Et écoutez, excusez-moi, mais quand quelqu'un a envie de regarder un film, on ne va pas lui dire tu peux en regarder 1 par mois ou 2 par semaine. En revanche, que vous ayez une réflexion sur quand un individu va sur les réseaux sociaux et qui scrolle en permanence un sujet et qu'il y a des vidéos qui se lancent automatiquement et qui prennent de la consommation, ça je l'entends. Mais nous, en tant que fabricants et par rapport au service que nous proposons, excusez-nous, mais on se sent moins concernés. Bien, alors, mais c'est quand même, c'est quand même, vous positionnez un point assez ferme, mais je pense qu'il est quand même logique que nos collègues puissent, à un moment donné, se poser des questions s'interroger, parce que si on veut essayer d'avoir une coopération, qui soit une coopération fructueuse et qui nous permette d'avancer chacun dans son sens, il faut effectivement qu'on puisse avoir les meilleures informations et les meilleures réponses aux questions qui nous sont posées. Je pense qu'on est absolument d'accord avec ce que vous dites au passage.
passage dans les membres du groupe de travail qui a été mis en place par la DAN, chef qui a cité ce sujet spécifiquement. Maintenant, pour être efficace, il faut fixer des priorités et rester très concentré sur ces priorités. Et nos priorités, je les ai nommées tout à l'heure, on en a 3. C'est-à-dire qu'on occulte le reste. Pour faire vraiment une chose bien, on met le focus sur les 3 grandes priorités. Et nous, le gros de l'impact CO2 aujourd'hui, il vient de notre phase de fabrication. C'est là qu'on met tous nos efforts. On ne nie pas le problème potentiel d'avoir la phase d'utilisation. Au contraire, je me dis qu'il y a la phase de compensation. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ce n'est pas tellement la question aujourd'hui. On travaille aussi sur l'efficacité énergétique. Et le gros travail, vraiment l'enjeu climatique se situe pour nous sur la phase de fabrication. Voilà. Écoutez, il y a encore un certain nombre de questions en suspens. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Du temps, on me dit 2 minutes. Sur les questions relevant du sénateur Dantec, on fera passer une information officielle sur les sujets que vous avez évoqués. Je ne considère pas que nous ayons dans cette réunion, dans ce cadre-là, à vous répondre, dans le sens où nous préférons avoir l'assurance de vous répondre avec des éléments les plus précis. Et je ne m'avancerai pas à une réponse dans le cadre de cette réunion aujourd'hui. Excusez-moi. Il y a une question sur l'origine des énergies renouvelables injectées dans le centre de production et la certification. Donc, on a tendance, ce n'est pas un principe clair, mais on a tendance à privilégier ce qui s'appelle le principe d'additionnel, c'est-à-dire d'injecter une source d'énergie renouvelable dans le réseau. Et c'est la raison pour laquelle on va développer, co-développer technologiques et financiers des sources d'alimentation en énergie renouvelable, ça peut être de l'hydroélectrique, de l'éolien, ça peut être des piles à combustible, du solaire, photovoltaïque. Ce qui se passe dans notre supply chain, dans notre chaîne d'approvisionnement, on accompagne ceux qui veulent se lancer dans cette aventure et on les encourage fortement, comme je vous disais. Il y a un système et un portail dédié pour former nos prestataires et les aider à conduire ce genre de travail. Et c'est quelque chose qui est accessible en détail sur notre site web et de la relation, je pense qu'on pourra revenir avec plus de détails sur la façon dont on marche. Je voulais revenir sur l'expérience du sénateur sur effectivement le côté marketing, où vous faisiez référence et que moi j'entends très honnêtement. Et on peut voir maintenant, je ne peux pas commenter effectivement les expériences que vous pouvez avoir chez certains revendeurs ou opérateurs sur la technique de vente ou autre. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on ne regarde pas forcément de notre côté. En revanche, sur la partie réparation, et que vous avez fait référence, et de premier abord, j'ai envie de dire que je suis très content qu'on ait pu proposer effectivement la réparation. Maintenant, par expérience, par mon expérience sur les 10 dernières années, notamment sur la panne que vous avez décrite, qui est la batterie, j'ai rencontré beaucoup, mais vraiment beaucoup de problèmes, et je pense que les SCRF pourront aussi en lister, sur lesquels des produits de contrefaçon des batteries mal conçus, c'est mal fini, mais vraiment très mal fini. Moi, j'ai assisté à des drames vraiment importants. Et c'est pour ça que notre engagement là-dessus, c'est de pouvoir mettre à disposition à ces réparateurs indépendants des batteries d'origine, de façon à sécuriser l'utilisation, mais aussi le consommateur, très clairement, pour la réparation. Et bénéficier des formations de sécurité, parce qu'on les met gratuitement à disposition, que ce soit les outils ou les formations. Et les batteries, évidemment. Alors après, il y a rien de technique dans ma question. Les expériences ont pu être fictives. Ce que je voulais décrire, c'est le fait que vous soyez dans une dualité permanente entre le fait d'avoir des produits qui durent de plus en plus longtemps, techniquement, mais qui en réalité sont utilisés, et c'est aussi votre intérêt, le moins longtemps possible pour passer à une autre génération de produits. Voilà. Non, mais je ne sais pas si c'est schizophrène pour vous, mais non, il y a une conclusion que je peux me permettre. Non, c'est pas clair. Je ne peux pas répondre. C'est simplement que nous ne sommes pas, nous, des opérateurs. Nous, vous parlez de renouvellement commercial. Tous les terminaux, ils sont durables.
et on veut avoir la meilleure expérience possible pour nos clients. C'est tout ce qui compte. Vous faites le procès d'intention de vouloir tout le temps être dans le renouvellement permanent. Nous ne sommes pas opérateurs, c'est pas nous qui faisons des bonnes questions. Très bien. En tout cas, excusez-moi si j'ai pris ainsi. Mais très sincèrement, ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et ça peut vous paraître incroyable, incohérent, mais c'est pourtant la réalité de ce que nous sommes. Peut-être qu'on peut terminer sur la note. Le chargeur universel. Le chargeur universel, il a été décidé qu'il y aurait maintenant une norme qui a été décidée à l'échelon européen et on sera en conformité avec celle-ci. Il y avait, il y a depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, une multiplication de chargeurs parce qu'il y avait de très nombreux terminaux différents. Et donc, il y avait un vrai sujet, puisque, effectivement, en termes d'environnement, ce n'était pas idéal que d'avoir autant de terminaux et de chargeurs différents. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a trois chargeurs différents, trois types de chargeurs différents. En avoir un seul pour tous les terminaux, c'est aussi un problème d'innovation. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule norme, un standard qui s'impose à tous durablement. Et ça veut dire qu'on abandonne la recherche et l'innovation sur les chargeurs. Je crois que pour le progrès, l'innovation, il est utile d'avoir à tout le moins trois chargeurs différents, ça puisse faire sens. Et donc à ce titre, nous avions effectivement mentionné l'inquiétude que nous pouvions avoir d'être contraints dans l'innovation. Mais c'est le seul sujet. J'ajoute que dans la mesure où on sait que la plupart de nos clients possèdent déjà un ou plusieurs chargeurs, dans la mesure où on cherche à réduire l'empreinte carbone, il a des décisions qualité de chargeurs à partir de maintenant, on dit sans chargeur, mais avec un vecteur. Et cette décision, elle va permettre d'éliminer une quantité importante de carbone équivalente de 450 véhicules. Qui m'amène à la question sur l'objectif de neutralité carbone 2030. Est-ce que ce sera chiffré? C'est déjà chiffré. Et on fait un rapport d'état de notre activité en renouvelle tous les ans, d'avril, mai, dans lequel vous pouvez trouver exactement où on en est et le progrès passé depuis qu'on a commencé les rapports environnementaux depuis 10 ans maintenant. Vous pouvez suivre le progrès et sur les engagements d'énergie renouvelable dans notre chaîne d'approvisionnement aussi. Vous voyez exactement quel est le niveau d'engagement et quel est le niveau d'énergie opérationnelle. Donc, oui, c'est chiffré et en retour de façon transparente. Est-ce qu'il sera possible d'avoir des éléments aussi sur la question que vous avez posée, là, sur cette histoire des métaverses? Voilà, je ne vous demande pas de répondre maintenant, mais si éventuellement vous pouvez répondre la façon dont vous appréhendez les choses et dont vous voyez les choses. Il y a les métaverses. Les fameuses métaverses, dans le cadre de. Oui, ce qui est en train de se passer avec Fortnite, qui va complètement bouleverser le monde de l'Internet, et notamment ce que disait Ronan sur l'usage familial, avec ces espèces d'espaces partagés permanents, constants, on va pouvoir venir, pouvoir partir et qui seront. Je pense qu'il est très préférable que nous revenions vers vous directement, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait les réponses précises. Exactement. Ce serait intéressant de savoir un peu comment vous envisagez. À votre disposition pour. Ok, merci. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions. On puisse approfondir un peu les choses, parce qu'il faut aussi on ait des bases solides pour pouvoir travailler. Merci de vos réponses et puis fort en parler à savoir. Et on va avoir l'audition suivante. Merci. Merci à vous. Bonjour.
Allez.